Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 décembre et nous nous retrouvons pour notre tranche info. Le focus ce soir invitera la jeunesse à prendre la parole. Les étudiants et étudiantes parleront de leur actualité et commenteront l'actualité. Tout de suite, les titres de l'information locale et régionale. Les pompiers ne rendent pas les armes. La mobilisation contre l'obligation vaccinale se poursuivait aujourd'hui aux Abîmes. 6 familles relogées à Petit-Bourg, une opération en synergie avec l'État et d'autres partenaires sociaux. Distribution de cadeaux pour un Noël solidaire avec les familles nécessiteuses de la ville du Moule. Guadeloupéens, levez-vous, battez-vous, l'État français veut nous tuer, c'est le refrain que chantent les pompiers grévistes réfractaires à la vaccination. Ils continuaient de dénoncer l'atteinte à leur liberté au rond-point de Perrin aujourd'hui. Jocelyn Zou, secrétaire général adjoint de Force ouvrière Guadeloupe, appelle à la détermination de leurs effectifs et de la population face à l'étau qui se resserre. Un sujet de Maxime Morel. Il ne faudrait pas qu'on oublie que nous avons un objectif, c'est de voir comment on nous laisse tranquille avec cette injection. Et qu'aujourd'hui, les taux se resserrent petit à petit. Et forcément, il faut qu'on montre notre détermination. Et que si on ne fait rien, c'est de nombreux centres qui vont se fermer, qui seront fermés d'ici le début de l'année. Que beaucoup de collègues de famille seront pénalisés par cette obligation vaccinale. Et que nous savons qu'aujourd'hui, c'est 30% de vaccinés que nous avons. Et les non-vaccinés composent aujourd'hui par assignation, par réquisition. La majeure partie des effectifs du SDIS et les interventions s'effectuent normalement. Il est important que nous montrions notre détermination, notre mobilisation. Et qu'il faut qu'on sache aussi que ça va monter encore. Il faut que ça monte. On ne va pas se laisser mourir. C'est soit on se bat, on meurt en se battant, ou on se laisse mourir, on se laisse tuer. Donc forcément, on ira jusqu'au bout. Et il faut que la population sache qu'on ne les laisse pas tomber, mais eux aussi, ils doivent nous rejoindre pour qu'ensemble, on puisse au moins avoir ces dérogations pour nous permettre de vivre. Les pompiers, mais aussi tout le personnel soignant, les médico-sociaux, tout ce qui est aujourd'hui dont l'obligation vaccinale est obligatoire, je dire ça comme ça. Mais également les enfants qui sont dans la boucle, tout le monde, tout le secteur d'activité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit ensemble. On n'a pas le choix. C'est ensemble qu'on va gagner, c'est ensemble qu'on va pouvoir faire valoir nos droits et nos spécificités. Donc j'appelle encore une fois à la population de rester mobilisée, de nous rejoindre. C'est pas fini. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on aille jusqu'au bout et on est parti pour aller jusqu'au bout. Comme le gouvernement va aller jusqu'au bout, nous aussi nous irons jusqu'au bout. Voilà. En bref et en écho à l'actualité précédente, le pass sanitaire devrait bientôt devenir pass vaccinal et ce d'ici à la mi-janvier 2022. C'est ce que souhaite le gouvernement, assumant la pression mise sur les non-vaccinés. Depuis le 17 décembre 2021, Jean Castex indiquait que seule la vaccination serait alors valable, rendant les contrôles par test caducs. Le projet de loi sera soumis au Parlement début janvier. Direction Petit-Bourg, 6 familles sont relogées pour leur sécurité. Elles rejoignent 8 autres familles, donc dans une résidence récemment livrée par la SEM-Samar. Monsieur David Nébor, maire de Petit-Bourg, nous explique le long processus qui aura permis le succès de cette opération. Il était au micro de Stanley Manicor. Un nouveau départ pour des familles qui ont hésité pendant longtemps, pour certaines familles, et d'autres qui systématiquement ont joué le jeu, qui ont compris le danger dans lequel ils vivaient. Aujourd'hui, oui, nous sommes satisfaits que 5 familles nouvelles rejoignent les 8 des premières familles qui se sont installées ici. Nous voulons croire que cette opération va se poursuivre parce que d'autres familles sont concernées par ce danger et nous poursuivons donc dans la collaboration avec les services de l'État, avec l'ADEAL, avec la préfecture, avec la SEM-Samar qui est notre mandataire et bien évidemment
évidemment avec la CPHLM qui réalise des opérations. Nos convictions est long, mais c'était un temps nécessaire puisqu'il y a des situations qui nous ont surpris. Il y a des situations comme celle de Madame Inès que nous avons vue tout à l'heure qui n'entendait pas du tout quitter sa maison et qui finalement a quitté sa maison avec joie et a le plaisir de se retrouver aujourd'hui ici. Elle va aménager son installation, mais en fait, il a fallu tout ce temps pour que soit mûrie la réflexion pleine chez nos compatriotes, nos concitoyens. Ça va, hein, moi, je ne vais pas être émotionnée pour avoir les clés, parce que je connais tout. Les gens qui ont travaillé beaucoup, pas voulez-vous, on ne peut rien. Et surtout, quand je dis, la falaise comme c'est là, depuis 40 ans, on nous avait promis de l'emménager pour l'enrocher. On est parti, on n'a rien fait. Et maintenant, on veut essayer de faire quelque chose. Certains ont vécu jusqu'à 80 ans ici, et donc c'est difficile de tourner la page. Le temps qui a été pris a été nécessaire véritablement pour la réussite de ce projet. Un nouveau départ, oui. Va où tu veux, mais où tu dois. Mais ce qui en fait, c'est... Déjà, dans ma tête, j'ai travaillé un petit peu pour pouvoir arranger, de voir que je vais dans un autre logement. L'une des spécificités de ce dossier, c'est que nous l'avons entamé en 2011, alors que c'était un dossier qui était dans les tiroirs depuis 2002. Nous, en 2011, nous y sommes consacrés. Et effectivement, il a fallu affiner les études techniques, il a fallu affiner les études géologiques qui permettent de déterminer la croissance de ce risque sur ces territoires. Et nous savons que nous n'avons pas le choix, il faut préserver les vies. Nous poursuivons notre mise en lumière des politiques de proximité. Le département continue sa tournée sur le terrain. Il était aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Il visitait le port de pêche de Loricisque, accompagné par les élus communaux délégués au port de pêche et au marché. Une évaluation et un état des lieux qui ambitionne de résoudre les problématiques structurelles et interpersonnelles. C'est un sujet de Michel Depape. C'est une importance vraiment capitale parce qu'en fait, il y a beaucoup de problématiques, que ce soit d'ordre structurel sur le port de pêche, plus généralement, parce que je suis élu au marché municipal, mais sur le port de pêche, il y a des problèmes relationnels, il y a des problèmes structurels, des travaux à terminer sur le marché, la considération des relations entre personnes, donc là, tout ce qui est relatif au droit. Donc effectivement, c'est pour nous capital et très important d'être là. Et le maire a tenu à ce que ces élus soient présents aujourd'hui en ma personne, en la personne de mon collègue Jimmy Louis, qui est aussi élu municipal et délégué au port de pêche. Et l'installation du conseil portuaire, c'est vraiment l'espoir pour nous que nous puissions agir concrètement, parce que jusqu'à aujourd'hui, le conseil portuaire était une instance fantôme, et sachant qu'il y a un avis consultatif, qu'on peut mobiliser le conseil portuaire pour un certain nombre d'études, qu'on peut effectivement faire des remontées aussi, c'est ce à quoi ça sert, au-delà du marché municipal, mais avec tout ce qui est riverain, tout ce qui est usager, plaisancier, mareyeur, pêcheur. Alors vraiment, importance capitale, si je peux résumer ainsi. Le département a en responsabilité les ports de pêche et donc il était naturel avec cette nouvelle mandature que dans le cadre des tournées des différents sites, que nous puissions aussi faire une halte à Loricisque. Loricisque qui a l'avantage d'avoir une notion du bien vivre où tout se partage, c'est-à-dire les marins pêcheurs, les plaisanciers, mais aussi les riverains et naturellement toute personne qui aurait envie de visiter l'espace. Et donc quelque part, il fallait aussi que le président Jean Dartron, qui est responsable de la commission port et pêche, puisse aussi se rendre sur les lieux afin qu'il ait aussi une idée globale de la situation du port de pêche, de Pointe-à-Pitre en général. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour rencontrer tous les acteurs, que ce soit les membres d'associations de marins-pêcheurs, dont le président M. Valmorin, que ce soit les associations de résidents du quartier ou éventuellement ceux qui s'occupent aussi de la partie économique, parce que vous avez aussi des commerçants qui occupent l'espace. Eh bien aujourd'hui, nous faisons une rencontre avec un ordre du jour qui est global, c'est-à-dire rencontre avec les acteurs du port de pêche, de façon déjà à leur expliquer ce que nous allons faire, puisque le président Dartron a une forte envie justement d'installer enfin le conseil portuaire de la zone. Et donc c'est une façon aussi de rencontrer tous ces acteurs.
Nous continuons avec l'action des collectivités, cette fois au Lamentin, où des contrats civiques ont été signés. Savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être seront des potentiels que cette quatrième promotion de jeunes lamentinois pourrait acquérir ainsi pour une meilleure employabilité. Michel Depape était sur place. Et cette signature, c'est une chance pour les jeunes de Lamentin pour pouvoir avoir une idée de l'insertion qu'ils auront demain. Donc, la signature d'un contrat de volontaire, parce que c'est volontaire civique, c'est une étape importante dans la vie future pour un jeune. C'est déjà connaître son ambition, connaître ses possibilités, déjà savoir comment ça se passe le monde du travail. C'est déjà gagner dans le savoir-faire, parce qu'ils ont une expérience. Et aussi, avec les tuteurs, les accompagnements, ils auront un savoir-être. Et bien sûr, avec la formation, parce que pendant les 8 mois, ils devront aller se former et puis ils seront encadrés pour ça. Il y aura le dispositif Plan Action Jeunesse aussi qui sera là pour les aider. Ben, ils vont gagner en savoir-faire. Donc en fait, c'est le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-être sont trois critères, 3 caractéristiques qui sont très importants aujourd'hui pour nos jeunes. Le service civique, comme on le sait, c'est un format qui permet de participer à la dynamisation de son territoire. Et puis, ça permet d'avoir une activité. Et le degré d'employabilité après est plus élevé. On a déjà des expériences, on a un réseau qui se crée. Je suis rentré en contact avec de nombreuses personnes depuis que j'ai commencé. C'est plutôt pas mal. Nous sommes dans un processus qu'on a commencé depuis longtemps. C'est pas la première fois. Je pense, si je ne me trompe pas, nous sommes sur la 4e vague aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est la 4e promotion où nous offrons à des jeunes Lamentinois la possibilité, à travers le contrat civique, d'avoir un pied à l'étrier et de pouvoir entrer dans le monde professionnel. Donc ces jeunes-là vont pouvoir travailler pendant un certain temps, avoir un salaire à la mairie de Lamentin et se former. D'habitude, ça se passe très bien et après, ces jeunes-là arrivent toujours à trouver un emploi. Ils arrivent toujours après à entrer dans le monde professionnel. Donc, on a des taux de réussite qui vont jusqu'à 80%, 90% sur les promotions qu'on a eues par ailleurs. Bien, je leur souhaite une belle réussite dans leur carrière. En bref, la préfecture de Guadeloupe indique ce jour dans un communiqué que toute vente, détention, cession et utilisation de pétards et d'artifices de divertissement conçus pour être lancés par mortier, quelle qu'en soit la catégorie, est interdite dans le département de la Guadeloupe jusqu'au 3 janvier 2022 inclus. Ils sont donc interdits sur la voie publique, dans les lieux de rassemblement et dans les immeubles d'habitation. La lecture déclarée grande cause nationale 2021. La lecture publique est donc valorisée par la ville des Abîmes pour cette fête de fin d'année. Le conte de Noël avec l'association K Conte et Comptine pour fêter en littérature, culture et joie. Maxime Morel a ramené quelques images. En cette période de crise, la ville des Abîmes tient à accompagner les acteurs culturels du territoire. Donc, nous accueillons aujourd'hui Christelle Apatoute, qui est auteure et qui présente aux enfants son dernier ouvrage sous la forme d'une animation de contes autour de la mangrove. Nous avons envoyé un projet dans le cadre de l'appel à projet Laliwondage du Parc national de la Guadeloupe et nous avons été retenus. Et dans ce cadre, il y a des animations autour de ce conte qui sont prévues. Et là, nous avons adapté ce conte à Noël. La lecture a été déclarée grande cause nationale de l'année 2021. Pour cela, le service lecture publique de la ville a décidé de terminer l'année avec les enfants sur une note littéraire, culturelle, traditionnelle et festive. C'était une petite fête de lancement et de remerciement parce que nous avons été beaucoup soutenus pour la publication de ce livre-là. Donc, on a raconté cette histoire aux enfants, on a organisé des petits jeux d'expression corporelle, des petites chansonnettes pour rendre l'événement, on va dire, vif et relancer l'attention, parce qu'un conte, c'est quand même... il faut créer des petits moments pour relancer l'attention.
Et il y a eu un petit concours de chant, des distributions de cadeaux, etc. Et tout ça rythmé au rythme du gros cas. Pourquoi le gros cas? Bon, parce que cela fait partie de notre patrimoine et il faut, dès tout petit, je trouve qu'il est intéressant de pouvoir connaître cette musique qui est très riche. Donc, chaque petit jeu d'expression corporelle était fait au rythme du gros cas. Et donc, l'association La Couveranda qui m'accompagne nommait le rythme de manière à ce que tout en jouant, les enfants commencent à retenir un petit peu. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce nom pour l'association, K Conte et Comptine, parce que le tambour, j'ai envie qu'il soit présent dans l'histoire. Et nous allons donc clôturer cette série d'actualités avec une information culturelle. Nous sommes au Moule avec le CCAS qui rassemble les familles en situation de précarité et ce malgré la crise sanitaire qui nous assaille aujourd'hui. Aujourd'hui, donc distribution de cadeaux aux plus nécessiteux. Un reportage de Charlie Dagonia et Kaina Baloul-Altebourg. La politique sociale consiste d'abord à recenser tous les gens qui sont nécessiteux. On les connaît, nous avons le listing, on peut les appeler et ensuite nous les aidons avec le bureau d'aide sociale. Ils viennent soit pour des bons alimentaires, soit pour leurs enfants quand il y a un problème. Et puis socialement aussi, on a aussi pour l'éducation des enfants, ça c'est très important, avec ce qu'on appelle la réussite éducative, c'est-à-dire que les familles qui sont nécessiteuses, on s'occupe de ces enfants-là pour que ces enfants-là aient les mêmes chances que les autres enfants. Ça, c'est très important. Chaque année, le Centre communal d'action sociale du Moule a pour habitude de rassembler les familles en situation de précarité. Malgré la pandémie, nous avons souhaité reprendre les actions des années antérieures. Mais avec un autre cachet, nous avons de l'animation autour de l'action de Noël d'aujourd'hui. Là, on m'a appelé pour venir chercher un petit colis pour la Noël. Chaque année, ils le font, c'est bien. Pour les parents qui n'ont pas grand-chose, c'est bien. Je pense que c'est une bonne idée ce qu'ils font pour aider les personnes qui sont un peu en aide. Tu vois, qui a besoin de l'aide. Je pense que c'est une bonne idée en fait. Des familles en situation de précarité, il y a également les personnes âgées isolées, les personnes en situation de handicap. Les enfants, bien entendu. Et nos centenaires surtout, nous en avons 16 au Moule. Je dis à cette population, c'est quand même un jour de fête. Il faut fêter dans la sobriété, certainement, mais il faut faire attention beaucoup parce qu'on a deux soucis majeurs, c'est la crise sanitaire et la crise sociale. Donc ça veut dire que pour la crise sanitaire, effectivement, malgré quelques résistances, mais il faut dire à la population quand même que la vaccination et la distanciation sont d'abord les précautions importantes qu'on doit prendre. UNIART, syndicat Artistes Guadeloupe, dit stop et demande le droit à la dignité. Nous recevons ce soir sur le plateau Christelle M. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à Canal 10, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs. Bonsoir à la Guadeloupe. Alors, vous avez donc des revendications par rapport donc à ce fonds de solidarité pour les artistes? Alors, on n'a pas de revendication par rapport à ce fonds proprement dit. Le syndicat, les salariés du spectacle, qui sont plus communément appelés artistes, ont des revendications qu'ils font valoir et sont intégrés dans ces revendications, effectivement, le fonds d'urgence sur lequel nous travaillons depuis une année et pour lequel nous avons obtenu finalement un avis favorable avec une opération qui est organisée entre
le conseil départemental et le conseil régional, qui a été, le fonds d'urgence a fait l'objet d'une commission permanente le 22 octobre, où effectivement le fonds a été voté, validé, mis en application, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, avec effectivement une date butoir du 11 novembre pour remettre les candidatures des artistes qui étaient effectivement en capacité de justifier leur situation de précarité. Là où effectivement nous disons stop, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le fonds d'urgence n'a toujours pas été versé à destination des artistes, des salariés du spectacle de Guadeloupe, d'une part. Et d'autre part, on se confond dans une démarche administrative qui est très laborieuse, où 3 commissions ont déjà eu lieu, et où on nous dit effectivement la semaine dernière qu'une autre commission aura lieu jeudi 23, permanente. Voilà, absolument. Une énième commission permanente cette fois-ci, pour pouvoir valider la mise en paiement, d'une part, et pouvoir communiquer aux bénéficiaires de l'avis favorable ou défavorable, quant à dire la suite à donner par rapport aux dossiers qui ont été, en tout cas les candidatures qui ont été déposées. Et là, on dit stop. On dit stop tout simplement parce que ça fait 21 mois qu'on ne travaille pas, ça fait 21 mois qu'on n'a pas de revenus, on a des situations dramatiques que l'on rapporte déjà, et là, on demande à ce que ça aille plus vite, puisque au final de compte, ce sera des familles en peine. Nous avons déjà des dépressions, nous avons des expulsions, nous avons aussi des personnes qui ont déjà perdu leur logement. Pensez-vous bien que vous-même, en tant que salarié, si on vous prive de tout revenu depuis 21 mois, il y aurait des problèmes. En tant que citoyen, la République nous protège, la 5e République nous protège, l'égalité pour tous, la dignité pour tous, et un citoyen ne peut pas rester sans revenu. Et c'est pour ça qu'on tape du poing, on dit que c'est inacceptable, qu'il faut accélérer les choses, et le 24 décembre, vous parlez d'un cadeau pour le réveillon, pour vous voir refuser un dispositif d'urgence. Alors, est-ce que la problématique, c'est parce qu'effectivement, vous n'avez toujours pas la liste des bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui vont assurément des bénéficiaires, ni la suite donnée. Ni la suite donnée. C'est très ambigu, considérant que nous sommes informés, et c'est ce qui a été acté, et le propos a été clairement développé le 22 octobre, qu'il y avait les clôtures des comptes au niveau des 2 collectivités, et qu'il fallait absolument traiter vite. C'est pour ça que UniArt, en tant que syndicat responsable, a proposé des process justement qui visaient avec... nous sommes dans les NTIC, avec l'ère du numérique aujourd'hui. C'est très simple à traiter, et effectivement, pour avoir un premier versement en novembre, nous avions acté pour cela, et c'est ce qui ne s'est pas fait jusqu'à présent. Donc, en fait, nous craignons tout simplement qu'avec la clôture des comptes au niveau des 2 collectivités, qu'on se voit en fait reporter sur 2022 avec les votes des nouveaux budgets, même si les budgets ont été votés, même si tout était OK, aujourd'hui on nous donne un autre son de cloche. Non, on demande à vraiment être conduit dans notre bon droit. D'accord, mais effectivement, on voit qu'il y a eu 3 commissions de pilotage, donc 24 novembre, 29 novembre et 15 décembre. La commission permanente est au 23 décembre. Est-ce que vous savez combien de dossiers ont été déposés Au niveau du NIART, nous soutenons 118 dossiers. Le fonds qui a été voté, le gain de cause que nous avons obtenu sur le dispositif, puisque c'est nous qui sommes allés le chercher auprès des collectivités, c'est une répartition de 300 000 et 300 000 pour chacune d'elles, soit une enveloppe générale de 600 000 euros, donc la capacité d'accompagner 200 candidats éligibles selon les critères d'éligibilité. Effectivement, la somme est de 3 000 euros. 3 000 euros versés en 2 fois, absolument. Voilà. Sachant que aujourd'hui, on suit l'actualité comme tout le monde, nous sommes Guadeloupéens. Hein. Nous avons, ce qui nous a conduit à ces situations-là, oui, il y a le Covid, mais la conséquence directe, c'est les pratiques illicites qui sont là depuis tantôt sur le terrain. Et si on avait effectivement été dans une exécution légale de nos métiers, d'ailleurs, Monsieur Poumaro, que je félicite hier sur vos plateaux ici même, a pris un engagement fort en disant que oui, dorénavant les choses vont changer. Pour solliciter un artiste, il faudra le déclarer, il faudra respecter les règles et les usages. Si tout ça avait été respecté en amont, nous ne serions pas dans la situation aujourd'hui. Donc, plus fort qu'un fonds d'urgence, UniArt se bat véritablement pour la reconnaissance d'un statut et l'application d'une loi, justement pour mettre à l'abri des professionnels qui leur permettraient de vivre comme tout citoyen lambda, prétendre un compte bancaire, logement social avec un loyer modéré,
acheter une voiture ou tout autre, tout simplement. Tout à fait. Donc, effectivement, M. Poumarou disait qu'il fallait effectivement respecter le statut des artistes. On voit quand même que pour bénéficier de ce fonds, il faut attester une situation de précarité et également... Exceptionnelle. Exceptionnelle. Ça a été très éprouvant. Ça a été très éprouvant. Il y a eu beaucoup de heurts et moi, je félicite mes collègues. Je profite de votre antenne pour les féliciter. Je suis très fière. Je suis très fière de mes collègues. Nous sommes quasiment 200 au sein d'UniArt déjà, en moins d'1 an. D'autres arrivent. J'ai encore reçu des dossiers d'adhésion aujourd'hui. Et je suis très fière d'eux parce que malgré qu'il y ait toujours cette résilience, malgré qu'il y ait cette protection de dignité, parce que nous sommes quand même des personnages publics, on protège énormément notre vie privée, malgré la pénibilité de nos métiers, ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu, ils ont donné leur confiance, il ne faut pas les trahir. Et pour ça, moi, je suis fière d'eux parce qu'ils ont vraiment été jusqu'au bout de la démarche et jusqu'à présent, ils s'accrochent. Seulement aujourd'hui, si on dit stop, c'est qu'on a déjà suffisamment donné, on ne peut pas aller plus loin. Il faut qu'on puisse vraiment... C'est un appel au secours, ce qu'on fait. C'est de l'assistance à personne en danger. C'est vraiment ce qu'on demande aujourd'hui. Et puis après, il y a d'autres chantiers sur lesquels on travaille pour réorganiser notre filière professionnelle, restructurer nos métiers et ne plus se retrouver demain dans la situation où nous sommes. Et pire encore, aujourd'hui, avec une situation anxiogène comme le Covid, proprement dit, ce que ça a généré chez nous par rapport aux lieux de diffusion, les restaurateurs qui ont été terriblement impactés aussi, qui sont assimilés étant nos employeurs, puisqu'on est multi-employeurs. Aujourd'hui, quand on entend les annonces du gouvernement qui nous dit qu'on ne va plus passer sur un pass sanitaire, mais on va passer sur un pass vaccinal, mais là, on s'effondre. Là, on s'effondre. Nous sommes 1895 salariés sur le département pour ceux qui sont identifiés. Pour ceux qui sont identifiés. Donc aujourd'hui, on vient aussi chercher l'opinion publique et on va dire à notre public, à toutes ces personnes qui nous portent depuis tantôt, eh bien, venez nous rejoindre, soutenez-nous, accompagnez-nous, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de notre public pour nous aider à prendre des forces et pour pouvoir avancer et soutenir notre cause. C'est ça qu'on vient chercher aujourd'hui, en fait. Donc finalement, les 118 dossiers que vous suivez, ils ont pu attester aussi d'une activité salariée déclarée, parce que finalement, c'est ce qui est demandé et on a soulevé quand même les problématiques. C'est très rigoureux. Rassembler des artistes et faire une action comme celle-ci, c'est déjà un travail de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'imagine. J'en assume la fonction et je les remercie pour leur confiance. Pour adhérer à UniArt, syndicat artiste Guadeloupe, il y a des prérequis. L'adhésion se fait sur notre site internet et les prérequis sont simples. Il faut avoir un numéro GUSO ou un numéro audience. Néanmoins, certains diront « Ah, moi je suis amateur ». Alors, je précise qu'à partir du moment où vous montez sur scène, qu'il y a une transaction d'argent, vous êtes professionnel. Vous êtes professionnel. S'il n'y a pas de transaction, vous pouvez être considéré comme amateur. Ça veut dire qu'on va lever gentiment et tranquillement. Pour le moment, ce ne sera pas le sujet, le débat. Mais, actualité toujours, les chantés Noël, les Léos, il y a effectivement de la circulation d'argent. Donc, ils sont également professionnels. Ce sont des collègues salariés du spectacle. UniArt défend les salariés du spectacle, tous les professionnels des arts et des métiers du spectacle. Il s'agit vraiment aussi de structurer en fait la filière qui jusqu'alors, parce que le syndicat existe depuis combien de temps? Depuis le 22 octobre 2020, donc nous avons une année d'existence. Et puis bon, ma foi, le chantier est grand. Le travail sera long, mais nous sommes motivés et je pense qu'il y a une véritable prise de conscience et c'était nécessaire. Alors le Covid, finalement, aura eu ce bon côté-là où on aura pu le temps, il faut toujours utiliser le temps à bon escient. On aura pu prendre ce temps de se poser et d'échanger et de reconstruire. On va se regrouper, il y a déjà des séances de travail qui se font, des ateliers et consorts. Et effectivement, on invite tous les gens à nous appeler, donc je peux communiquer un numéro, 06 90 40 77 10. Si on veut plus d'informations, je me ferai un plaisir de répondre ou d'autres collègues seront à disposition. Mais, et pour ceux qui ne se sont pas identifiés encore, parce que je sais qu'il faut qu'ils se rapprochent de nous, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est beaucoup dans la situation. On a, ne serait-ce qu'au niveau de UniArt, nous avons recensé près de 50% de dépression. OK. Déjà. Donc...
ça va être la fin du journal. On reste à l'écoute, néanmoins. Mignard, on va rester à l'écoute de l'information. On va suivre donc cette actualité. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi le journal ce soir. On se retrouve dans quelques minutes pour le focus avec la jeunesse, pour parler de la jeunesse et pour parler de l'actualité. Bonne soirée.